Parfois, il faut combattre le feu avec le feu. Si vous voulez détourner ce pays, si vous voulez voler l'élection, si vous voulez faire du mal aux queers, eh bien, devinez quoi? Nous n'allons pas être polis. Si vous allez terroriser les gens, vous devez comprendre que vous allez vous prendre des coups. Et ça pourrait bien venir d'un groupe de sorcières. Alors ce message vient de femmes qui organisent une cérémonie pour jeter un sort à Brett Kavanaugh, le nouveau membre de la Cour suprême américaine, juge particulièrement réactionnaire, qui a été désigné la semaine dernière. Alors, tremblez, les sorcières sont de retour. On vous en parle ce soir sur Mediapart et on commence tout de suite avec un extrait de film, Sorcières, mes sœurs. Attention, c'est du son presque sans image. Des voyantes, des Madame Soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes radicales, des lesbiennes politiques, des anarcha-féministes, des communistes, des ouvrières en colère, des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels, des butch, des high-femmes, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des durs à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes. Toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Camille Dussolier, bonsoir. C'est à vous qu'on doit ce film. On vous remercie de nous avoir autorisé à en diffuser un extrait. Bienvenue à Mediapart et merci beaucoup d'être venue pour cette discussion. Vous êtes réalisatrice et vous êtes autrice de ce livre, Le guide pratique du féminisme divinatoire. Nous allons en parler tout à l'heure. Catherine Kikuchi, bonsoir. Vous êtes historienne. Et on est également très content que vous soyez venus ce soir à Mediapart pour nous aider à mieux appréhender historiquement qui ont été les sorcières et pourquoi elles ont été persécutées. Et enfin, à vos côtés, Mona Chollet. Bonsoir, merci beaucoup d'être venue. Vous êtes journaliste et vous venez de publier Sorcières, la puissance invaincue des femmes. Un livre qui circule beaucoup, qui est lu, qui est discuté et qui est la raison pour laquelle nous avons organisé cette discussion ce soir. Alors, on va commencer tout de suite avec vous autour de votre livre. Alors, dans cet ouvrage, vous parlez de plein de choses, mais notamment, une de vos idées forces est d'expliquer que notre époque chasse toujours les sorcières, qu'on connaît toujours des sorcières, et qu'elles sont toujours chassées, mais que leurs visages contemporains sont en fait assez différents de leur représentation ancestrale, en tout cas des stéréotypes qu'on a pu en garder. Et vous identifiez notamment quelques figures qui sont les femmes seules, les femmes sans enfants, les femmes vieillissantes. Est-ce que vous pourriez commencer en nous expliquant pourquoi est-ce que pour vous ce sont des sorcières ? Oui, c'est vrai que j'ai pioché dans la liste du film de Camille Dussolier sans le faire exprès, en fait, parce que j'ai entendu la liste après. Mais je crois que, oui, toutes les trois, en fait, on s'aperçoit, quand on lit les historiens, qu'il y avait quand même, a posteriori, on s'aperçoit qu'il y avait certains types de femmes qui étaient particulièrement visées à l'époque des chasses aux sorcières, qui couraient plus de risques que les autres d'être accusées et condamnées. Et en particulier, c'était les femmes indépendantes, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas sous l'autorité d'un homme, qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme. Donc les célibataires, les veuves, beaucoup de veuves.
Oui, c'était probablement, comme à peu près n'importe quelle femme qui suscitait la méfiance, qui sortait du droit chemin à l'époque, pouvait s'attirer ces accusations, et bien on s'aperçoit que ça tombait souvent sur des femmes qui étaient un peu perçues comme incontrôlables. Et puis les femmes vieillissantes aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup. En fait, on a énormément exécuté des très vieilles femmes. On a exécuté aussi des enfants, mais quand même une plus forte proportion de femmes, souvent très âgées, qui faisaient peur parce que ça se recoupe un peu avec l'indépendance. Parfois, elles étaient veuves. Et elles avaient probablement aussi une expérience, elles se sont laissées plus compter en quelque sorte. Et c'est aussi... Elles parlaient peut-être un peu trop haut parfois, et c'est quelque chose qui pouvait effrayer. Et puis les femmes sans enfants, enfin les femmes qui refusaient des enfants, alors ça, pour moi, c'est un biais un peu plus détourné. Ce qui m'a intéressée, c'est que dans tout cet énorme fantasme du sabbat qui a été élaboré par les misogynes de l'époque, en fait, il y avait la hantise du sabbat comme fête stérile. C'est-à-dire qu'on disait que les femmes se livraient à des orgies avec le diable, mais c'était des orgies dont elles ne pouvaient jamais revenir enceintes. Et par ailleurs, on poursuivait aussi des guérisseuses qui étaient aussi avorteuses et qui étaient aussi visées en tant qu'avorteuses. Disons qu'il y avait une préoccupation particulière du pouvoir à l'époque sur la fécondité des femmes et ce qu'elles pouvaient en faire. Et alors, quel est l'intérêt pour vous, quel sens donnez-vous au fait de réactiver ce nom de sorcière pour les femmes contemporaines dont vous parlez? Parce que ce qui est assez beau dans votre livre, c'est la généalogie que vous créez. Il y a eu cette histoire des sorcières, on va en discuter pendant l'émission, mais finalement, votre livre est beaucoup sur les figures contemporaines de ces sorcières. Alors, pourquoi réactiver cette figure-là dans le contexte français, occidental, 2018 ? J'ai l'impression que c'est un grand refoulé, finalement, cet épisode des chasses aux sorcières. C'est-à-dire que souvent, on n'a même pas vraiment une conscience claire de sa dimension misogyne qui était quand même déterminante. Je crois que moi-même, j'en avais pas une conscience vraiment claire avant de m'attaquer très sérieusement aux lectures pour ce livre, de l'ampleur de la misogynie et du rôle qu'elle a joué. Du fait que la sorcière était une sorte de paroxysme de la femme, en quelque sorte, et de tout ce qui était inacceptable et détestable chez les femmes. Et je crois que ça a laissé vraiment des traces profondes. Et qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit... Alors, évidemment, il y a plus c'est plus l'État qui vise un certain type de femmes et qui les élimine physiquement, heureusement. Mais je crois que dans l'image qu'on a du célibat féminin, par exemple, il y a toujours une sorte de pitié qui recouvre une sorte de méfiance, en fait, comme s'il y avait quand même toujours là quelque chose qui dérangeait l'ordre social. On a toujours l'image des femmes qui refusent la maternité comme des espèces de sorcières, c'est-à-dire des femmes sans cœur, des femmes dénaturées quelque part. Et puis pour les vieilles femmes, ça me semble vraiment très frappant, c'est-à-dire à quel point les images qui circulaient à l'époque, c'est une époque où il y a à la fois des poèmes, des tableaux extrêmement violents et haineux contre les vieilles femmes, qui en font des créatures repoussantes. Et je crois qu'on est encore prisonniers aujourd'hui de ces images, finalement. On les a vues se métamorphoser, qu'on pense aux sorcières de Disney, qui probablement nous ont tous beaucoup marqués dans notre enfance. C'est des stéréotypes qui restent très vivaces. Comme la sorcière de Blanche-Neige que vous décrivez au début de votre livre. Catherine Kikuchi, vous qui êtes historienne, est-ce que vous avez lu le livre de Mona Chollet, est-ce que ça vous parle, cette réactivation de la figure de la sorcière ? Alors, je pense que du coup, j'ai lu le livre avec un peu deux casquettes. La casquette plutôt féministe, où effectivement, je me suis vraiment retrouvée dans plein de situations, en particulier très concrètes que vous décrivez, qui, je pense, parlent à toutes les femmes aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. La casquette historienne, du coup, je pense, était plus sensible à des choses qui, du coup, sont peut-être moins... Voilà, des configurations qui peut-être historiquement sont plus compliquées parfois, mais après c'est aussi une question de l'argumentation. Vous ne faites pas un livre d'histoire et je pense qu'effectivement sur la dimension générale du stéréotype de la femme et de la sorcière, je pense que c'est un livre qui est effectivement très puissant. Et pour vous, Camille Dussolier, alors on a entendu tout à l'heure la liste que vous avez faite finalement, qui accompagne et prolonge la liste faite par Mona Chollet sur comme ça ces figures un peu honnies, de femmes honnies par, je sais pas, l'ordre du patriarcat.
Comment est-ce que vous avez reçu ce livre de Mona Chollet? Je rejoins ce que Mona Chollet venait de dire sur le fait que je pense que c'est un trauma historique très, très puissant et que tant qu'on n'a pas affronté collectivement et socialement ce trauma, on ne peut pas sortir des paradigmes dans lesquels on se trouve en ce moment par rapport à tout ce qu'on a associé au féminin et associé au masculin. Et l'apparition de ce livre, mais aussi d'autres livres et d'expositions. Je pense notamment à Présumé coupable, une exposition qui a lieu aux Archives. Et j'aime beaucoup ce titre de toutes les femmes qui sont présumées coupables dans l'histoire. Expliquez ce qu'était en 2 mots l'exposition. C'est une exposition qui était aux Archives nationales et qui faisait une grande scénographie de toutes les mauvaises femmes de l'histoire, que ce soit les mères infanticides, les bas bleus, les communardes, les jusqu'au tondu. Donc toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, sortent de la norme à un moment de l'histoire, les hystériques. Donc ça se contente pas de parler de celles qu'on a appelées sorcières. C'est comme ça qu'on peut justement maintenant parler d'autres femmes et faire des rapprochements. C'est de se dire qu'il y a eu un stigmate très fort sur les femmes qui ont osé s'affranchir des normes d'une époque. Et donc les femmes citées dans les types de femmes citées dans ce livre, il y en a certainement bien d'autres, je pense, qui sont les sorcières d'aujourd'hui et qui gênent une société. Parce que, pas uniquement parce qu'elles sont vieilles, par exemple, mais je pense à Thérèse Claire, qui est dans le film, justement, Sorcières mes sœurs, et qui parle de la sexualité des vieux et des vieilles. Ouais. Et, qui se masturbe. Qui offre cet acte de masturbation pour le film en montrant que le clitoris et le sexe blanchi par le temps d'une vieille femme, c'est quelque chose qui fait très très peur et qui reste très tabou. Et quand on voit le côté touchy dans les médias dès qu'on aborde la sexualité des vieilles, bon, ça, mais plein d'autres, je pense, angles par lesquels une personne peut se sentir intimement connectée à l'histoire des sorcières. Parce que c'est ça qui est quand même assez fort dans cette réappropriation des sorcières. Et finalement, Mona Chollet, votre livre, en est une étape dans l'espace français. Mais c'est vrai que c'est un processus qui avait commencé il y a déjà quelques années. Mais ce qui est assez beau et ce qui est très présent dans votre livre, parce que c'est même le sous-titre du livre, la puissance invaincue des femmes. C'est-à-dire, c'est pas simplement revendiquer une expérience d'ostracisation, c'est revendiquer la puissance qui va avec les pratiques et l'imaginaire, ou les identités, peut-être on pourrait dire, de la sorcière. Pour vous, comment est-ce que vous décririez cette puissance-là qui pourrait naître aujourd'hui du fait de se dire sorcière? C'est quoi cette puissance-là? C'est pas la haine des hommes, c'est pas juste comment, à partir d'une histoire de violence et de souffrance, peut naître un empowerment ou une forme de puissance. Oui, c'est vrai que c'est très étonnant parce que finalement, les sorcières à l'époque, enfin celles qui étaient traitées de sorcières à l'époque, étaient des victimes absolues, c'est-à-dire que c'était souvent des femmes des milieux populaires. À partir du moment où elles étaient accusées, elles n'avaient pratiquement plus aucune chance de s'en tirer, c'est-à-dire que c'était vraiment un engrenage. Bien sûr, il n'y avait pas d'avocat de la défense, il y avait la torture qui faisait qu'elles avouaient tout ce qu'on voulait qu'elles avouent. Donc c'est une espèce d'injustice radicale, en fait, et qui a concerné des dizaines de milliers de femmes. Donc c'est étonnant qu'à partir de cette histoire extrêmement violente et sombre, on arrive à... je pense que c'est une figure qui a été revendiquée par des femmes au siècle suivant comme une manière de prendre au mot les juges, en fait, qui étaient tellement terrifiés par ces femmes, et de leur dire, puisqu'on vous fait aussi peur, on va vous donner des vraies raisons d'avoir peur, en quelque sorte.
Camille Dusselier. Oui, c'est pour rebondir, parce que justement, par rapport à la notion de puissance, ce terme-là, je pense qu'il est intéressant de l'opposer à la notion de pouvoir. Oui. Parce que c'est justement Starhawk, qui est une sorcière américaine, néo-païenne, activiste, qui a beaucoup influencé la jeune génération des sorcières, françaises notamment, qui parle du fait de ne pas être du côté du pouvoir sûr, mais d'être plutôt du côté de la puissance du dedans. Et les sorcières, évidemment, s'opposent au pouvoir, puisqu'elles sont subversives, elles sont contre des formes de pouvoir. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas puiser en elles des savoirs et des connaissances et des expériences qui sont source de puissance. Parce que ces femmes, ces sorcières, en effet, elles étaient des victimes, mais elles avaient aussi un certain nombre de savoirs sur le corps, sur la médecine, la naissance, l'avortement, enfin, donc ne cesse que leur dangerosité ou ce qu'elles suscitaient est aussi une forme de puissance. C'est-à-dire le fait qu'on ne sache pas exactement ce qu'elles faisaient, c'était aussi une forme de secret qui tient cette puissance-là. Donc je pense que ces femmes ont peut-être été victimes à un moment donné, effectivement, sont victimes de l'histoire et de la misogynie et du patriarcat, mais ce qui est plus important, c'est aujourd'hui de se reconnecter à ce qu'on a perdu en chemin, ce que ça nous a coupé, ça nous a enlevé quelque chose. C'est ça ce trauma en fait. On nous a coupé quelque part de choses qu'on avait acquis, qui ont été dévalorisées et attribuées par le masculin. Oui. Et allez-y, si je peux juste ajouter quelque chose pour rebondir du coup. Mais je pense que justement cette forme d'empowerment, donc de puissance des femmes, elle vient de ce retournement du stigmate, quoi. Et ça, c'est toujours un mécanisme qui est extrêmement puissant pour des groupes qui sont stigmatisés et qui tout d'un coup se réapproprient le stigmate en disant bah non, notre force, elle vient du stigmate. Et donc du coup, je pense que c'est exactement ça qu'on voit en fait dans les mouvements féministes qui se réclament de la sorcellerie aujourd'hui. C'est prendre quelque chose qui était stigmatisé pour en faire une force collective, là, pour le coup, et un marqueur identitaire très fort. Alors, dans le livre Mona Chollet, vous citez tout un ensemble de travaux, et donc notamment à la fois le travail et les textes de Starhawk, donc cette sorcière activiste américaine dont Camille Dusselier vient de parler, mais également un livre qui a été très important, très influent, qui est Caliban et la sorcière, de Silvia Federici. Et toutes les deux, elles ont en commun d'analyser la chasse aux sorcières comme un moment fondamental dans la manière dont le capitalisme s'est installé, a pris de l'ampleur dans les sociétés occidentales, en même temps que c'est mis en place, c'est verrouillé quelque part un dispositif d'asservissement des femmes. Il y a vraiment l'idée d'un moment historique, chasse aux sorcières, et derrière, capitalisme, chasse au patriarcat, et pour Starhawk, plus que pour Federici, ce que vous décriviez, c'est-à-dire se couper de la nature et de tout ce qu'elle appelle l'obscur, toutes ces choses-là qui ne sont pas dans le règne humain et donc moins dignes d'intérêt. Cette analyse-là, Mona Chollet, est-ce qu'elle vous semble toujours d'actualité aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble toujours opérant aujourd'hui comme lien, quoi ? Capitalisme, patriarcat et éloignement de la nature ? Ah oui, ouais, ça me paraît être une explication très forte et très séduisante, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une sorte de que les chasses aux sorcières peuvent être vues comme un moment de domestication des femmes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à l'effet disciplinaire qui a conduit à avoir les chasses pour celles qui ont survécu, qui n'ont même pas été accusées, mais simplement, ça impliquait de se tenir à carreau pour ne pas risquer d'être accusée. Et effectivement, la thèse de Federici, c'est que c'est un moment où les femmes, elles sont aussi renvoyées de l'espace public, renvoyées souvent des corps de métier dans lesquels elles étaient admises jusque-là. Et c'est une manière de les préparer finalement à leur rôle de reproductrice de la main-d'œuvre pour le capitalisme qui va naître, quoi. Donc, c'est une manière de les mettre au pas. Et effectivement, on peut estimer qu'il y a au même moment un mouvement de mise au pas de la nature. Et d'ailleurs, il y a souvent des parallèles entre les femmes et la nature qui peuvent être faits, c'est-à-dire que toutes les deux sont
perçus comme des forces déchaînées qu'il faut arriver à maîtriser, à brider. D'ailleurs, toutes les deux, une fois qu'elles sont domestiquées, peuvent avoir un côté plaisant et récréatif pour l'homme moderne dans sa grande conquête, quoi. Donc, oui, moi, ça me paraît tout à fait pertinent comme grille de lecture. Comme dispositif, en tout cas comme une analyse de domination qui se met en place au même moment. En tant qu'historienne, Catherine Kikuchi, ça vous paraît justifié de lier à ce point capitalisme, patriarcat, chasse aux sorcières, capitalisme, patriarcat et mise à distance de la nature? Alors, du coup, justement, c'est là où j'aurais un problème. C'est-à-dire que je pense que le livre de Federici, effectivement, vous l'avez dit vous-même, la thèse est extrêmement séduisante. C'est-à-dire qu'on lit ensemble des combats qu'on considère qu'on doit mener, donc le combat féministe, le combat anticapitaliste et le combat écologique, même s'il y a d'autres qui le font de façon plus directe qu'elle après. Et je pense que c'est une mauvaise manière de résoudre le problème en mélangeant ces trois combats et en faisant semblant que c'est la même chose. Et si on s'intéresse vraiment à l'aspect proprement historique en fait, du livre de Federici, donc lier l'asservissement des femmes, la chasse aux sorcières et le capitalisme, en fait, il y a de vraiment très très gros problèmes dans son analyse parce que déjà c'est un raisonnement complètement téléologique. Donc on dit la chasse aux sorcières, elle est là parce qu'elle prépare au capitalisme. Enfin, c'est pas comme ça que marche l'histoire, quoi. C'est pas en prévoyant la fin que, les événements ne s'enchaînent pas de cette manière-là. Et l'argument qu'elle développe, c'est en particulier le fait que la chasse aux sorcières a mis les femmes, a préparé le fait que les femmes restent à la maison et donc réservé le travail salarié aux hommes. Ouais. Ce qui est faux économiquement. Ça a été, d'ailleurs, je crois que sur le club de Mediapart, il y a eu la publication d'un long article coécrit par Christian Darmanja et Yann Kino, j'oublie toujours son nom, qui sont des économistes et qui montrent aussi que économiquement ça ne marche pas. Et historiquement, on voit bien d'ailleurs que ça ne marche pas parce que les femmes, certes, sont, comme vous l'avez très bien dit, sont exclues des corporations. Ça, c'est un phénomène très marqué au XVIe siècle, alors qu'elles travaillaient dans les corporations, étaient parfois maîtresses de corporations à la fin du Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire qu'elles arrêtent de travailler. Ça veut juste dire que leur travail est moins reconnu. Mais je veux dire, pendant même toute l'ère industrielle, les ouvrières, elles continuent de travailler. Ouais. Au XXe siècle, les femmes représentent 38% de la population active. Donc c'est historiquement faux de considérer que le capitalisme a reposé sur l'exclusion des femmes du travail. Il y a une production de normes qui dit que les femmes doivent rester à la maison. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Est-ce que, alors non mais c'est un point très important que vous faites, mais est-ce que cette situation-là, le fait que les femmes ont continué à travailler, néanmoins, n'est pas lié au fait qu'un système patriarcal se mette en place où le pouvoir est lié à l'exercice de fonctions dans l'espace public qui sont des attributs masculins? Tout à fait. Alors ça, c'est pas parce que les femmes travaillent qu'elles sont intégrées économiquement, politiquement, socialement, ça évidemment. Mais il me semble que la thèse de Federici, qui lie vraiment capitalisme et chasse aux sorcières, elle repose sur des faits qui ne sont pas historiques. Qu'il y ait un patriarcat qui se mette en place, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui revient là-dessus. Oui. Évidemment, il y a un retour en arrière sur la condition des femmes au XVIe qui est évident, et évidemment, vous en faites état dans le livre, et ça, c'est très net. Au XVIe, d'ailleurs, on peut peut-être dire ça maintenant, et nous, au Moyen-Âge, contrairement à une représentation stéréotypée, hyper présente, qui voudrait que le Moyen-Âge soit le moment du recul... du recul civilisationnel. Vous êtes médiéviste, donc je ne vais pas du tout parler à votre place, mais donc non, ce n'est pas au Moyen-Âge. Non, en fait, il y a pas mal d'historiens qui disent que le XIIIe, XVe, c'est un peu l'âge d'or des femmes dans le monde économique, et c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on a une place qui est importante faite aux femmes dans le monde économique. Et il y a clairement un recul net au XVIe qui est lié à un contexte de crise, et qui n'est pas lié au développement du capitalisme qui, en fait, commence bien avant, qui commence bien avant le XVIe siècle. On a déjà des mécanismes capitalistes avant, à un moment où pourtant les femmes sont très présentes et très actives. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Vous dites que c'est lié, donc un recul pour les femmes, lié à un contexte de crise. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu plus de quelle crise s'agit-il? Alors, il y a plein de facteurs à ce moment-là en fait, qui jouent. Il y a un contexte de crise religieuse. C'est le XVIe siècle, c'est les guerres de religion, donc la réforme, donc un contexte très très anxiogène.
Il y a de grands historiens qui ont parlé de la peur religieuse à ce moment-là. Et là, la chasse aux sorcières, on voit très clairement le lien, quoi. Il y a un contexte de crise économique dans certains cas, pas partout, mais dans certains cas, qui explique qu'on a une fermeture générale du marché du travail. Et les premières visées, c'est les femmes, parce que malgré tout, on peut dire que le Moyen-Âge, la condition des femmes était bonne. Malgré tout, il y avait quand même un gros fond de misogynie qui reste très présent. Donc crise et crise politique aussi, avec, selon les régions, des pouvoirs politiques qui s'affrontent. Et la chasse aux sorcières, en fait, c'est aussi un enjeu de pouvoir entre des pouvoirs qui essayent de prendre le dessus l'un sur l'autre. Mais du coup, voilà, la chasse aux sorcières, je pense qu'il faut plus la voir dans le temps long. Et elle apparaît dans un contexte de crise assez généralisé au XVIe siècle. Et pas parce que tout d'un coup, il y a le capitalisme qui se prépare, parce que, encore une fois, les éléments du capitalisme, ils arrivent avant, à un moment où les femmes sont très présentes. Un temps long que vous feriez courir en gros de quelle date à quelle date ? Alors les historiens, ils remontent au XIIIe généralement, pour dire qu'à partir du XIIe, XIIIe, on a vraiment les instruments intellectuels qui se mettent en place pour la chasse aux sorcières, la démonologie en particulier. On a un gros développement de la démonologie au XIIIe, qui ne se traduit pas en actes parce que le pape n'a pas envie de laisser la main à l'Inquisition. Donc il n'y a pas trop de procès qui se mettent en place, mais les outils intellectuels sont là. Et puis, en fait, la chasse aux sorcières, c'est aussi l'héritage des persécutions des hérétiques. Il y a vraiment un continuum très net entre la persécution des hérétiques et des sorcières et la persécution des juifs. Les hérétiques, qui sont des hommes ou des femmes, oui. Donc ceux qui ne croient pas, et quoi, se mettent en place des habitudes de persécution contre les hérétiques, contre les juifs, qui ensuite, du coup, sont prêtes. C'est ça pour dans certaines régions, s'attaquer aux femmes. Tout à fait, oui. Pour le Dauphiné, par exemple, c'est une région où il y avait énormément de... Enfin, voilà, la chasse aux sorcières a commencé très tôt, a été très violente. En fait, c'est une région où la persécution des hérétiques était très forte. Et voilà, il y a des historiennes qui ont travaillé dessus en montrant qu'il y avait un climat de suspicion, de peur, de culpabilisation aussi, de sensibilité à la faute, au péché, qui a dérivé des hérétiques aux femmes. Est-ce qu'on sait chiffrer le nombre de femmes qui sont mortes pendant les chasses aux sorcières ? Alors là, du coup, les chiffres que vous reprenez sont très parlants. Effectivement, c'est très compliqué de dire précisément, mais la fourchette haute, c'est 100 000. 100 000 Dans tous les cas, ça se compte en dizaines de milliers. Ouais. Alors, pas forcément de femmes, mais disons au total, pour les chasses aux sorciers, on va dire. Et après, les femmes représentaient 80% des condamnés. 80% des décès. Alors... C'est des chiffres à la louche, hein, évidemment, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Non, mais on voit que c'est gigantesque. C'est gigantesque, non, c'est sûr. C'est vraiment très important. Et il n'y a jamais eu, enfin ça c'est un des points, je pense, qui sort aussi de votre livre, Mona Chollet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu réparation pour ces morts. Il y a une histoire qui s'est d'ailleurs écrite en partie, il me semble, de façon assez minoritaire, un sujet considéré comme secondaire. De moins en moins, quand même, à force. Moins aujourd'hui, mais longtemps. Un peu irréel aussi, c'est-à-dire que, comme c'est lié au sabbat, qui était une sorte de fantasme, je pense que du coup, on a ces images de sabbat et de vol sur un balai en tête, et on oublie que des femmes réelles ont été condamnées, enfin essentiellement des femmes ont été condamnées à cause de ces images, en fait. Et on en parle d'une manière souvent assez triviale, assez légère. Un peu moqueuse. Oui, comme si ça ne s'était pas vraiment produit ou que c'était plutôt quelque chose d'assez folklorique. Voilà. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite un deuxième extrait du même film de Camille Dussolier, Sorcières, mes sœurs, qui va nous plonger, là, cette fois-ci, dans un univers beaucoup plus contemporain. Quand j'étais petite, quand j'avais à peu près 6 ans, j'habitais en Californie avec mes parents, ma sœur. Et mes parents, ils voulaient essayer de m'apprendre à prier. Donc, ils me faisaient tous les soirs, pendant une petite période. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, pendant une petite période, je devais me mettre à genoux à côté de mon lit et mettre mes mains ensemble et réciter une petite prière. Et c'était une prière genre Notre Père ou je ne sais pas quoi, je me souviens plus. C'était un truc classique pour les enfants aux États-Unis. Et je le faisais pour leur faire plaisir, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi je devais prier à un homme invisible dans le ciel. Ça n'avait aucun sens pour moi. Alors un soir, j'étais couchée dans mon lit après ça et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la pleine lune. Et toute seule, j'ai commencé à prier à la pleine lune, enfin prier, à dire mes pensées, à faire ce que tu fais quand tu pries. C'est une sorte de télépathie avec
l'objet de la prière. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Mais bon, j'ai prié à la lune. Et après, j'ai tout à fait ressenti que c'était normal pour moi de faire ça, ou bien de parler à la nature, parler pas à haute voix, mais parler dans ma tête, quoi. Alors, Camille Dussolier, est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette femme et pourquoi vous l'avez filmée dans cette forêt enneigée? Donc, cette sorcière s'appelle Little Shiva. C'est une femme qui est belge et qui est d'origine californienne, qui a toujours développé cette sorte de sensibilité à la nature, tout en étant anticléricale et féministe. Et au sein de ce film Sorcière mes sœurs, c'est le dernier portrait, celui qui est justement le plus tourné vers le spirituel, les autres étant dans un rapport un peu plus direct à une proposition politique et féministe. Et j'ai voulu terminer ce film dans une sorte d'ouverture vers le spirituel et vers les croisements entre féminisme et spirituel, ce qui, en 2010, puisqu'il date de 2010, n'était pas du tout une évidence au sein des milieux féministes. Donc c'est étonnant que ce soit cet extrait-là que vous montriez aujourd'hui. Peut-être qu'on est plus à même aujourd'hui de se connecter à ça. Mais de fait, comme effectivement dans l'opposition nature-culture, comme la nature a toujours été mise du côté des femmes et leur soi-disant intuition féminine, réceptivité, timidité, introversion, capacité à prendre soin, un certain nombre de qualités qu'on attribue naturellement aux femmes. Donc les milieux féministes, à juste titre, ont déconstruit ça en disant que non, en fait, c'est pas par nature qu'on prend soin des enfants ou qu'on fait la cuisine et qu'on fait un certain nombre de tâches. Et donc, du coup, il y a eu une sorte de rejet au sein des milieux féministes de ma génération pour ce qui était de l'ordre de la nature, de l'intuition, du spirituel par extension. Parce que quand on se nourrit de lectures féministes, eh ben, on va plutôt être dans une déconstruction des rapports de pouvoir dans la société, on va plutôt être dans une vision matérialiste, avec Foucault, avec Derrida, et donc on est un petit peu moins perméable à des choses qui sont du domaine de l'irrationnel. Et moi, ça m'a intéressée depuis 10 ans de plutôt donner la parole à des femmes qui cherchent des ponts plutôt que des divisions entre ces règnes. Mais parce que ce qui est très intéressant dans le récit et le portrait dont vous faites de Little Shiva dans le film, c'est qu'elle montre bien que se dire sorcière dans la société contemporaine occidentale, ce n'est pas uniquement une métaphore. C'est une pratique. Et alors une pratique ésotérique, une pratique de rituel, une pratique d'invocation, des pratiques d'ensorcellement. Et que ça désigne une culture et des usages qui sont en plein, qui sont pratiqués en tant que tels. Et pas que. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'autoproclamer sorcière et de se sentir connecté avec ça. Il peut y avoir effectivement une entrée spirituelle et ésotérique par la pratique, par l'expérience, et on va dire c'est une héritière directe des pratiques que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire de se soigner avec des plantes, de se connecter en rapport avec des mondes invisibles, de travailler avec d'autres plans, se connecter à la Lune. Donc ça, et encore aujourd'hui, moi par exemple, comme j'ai des intérêts pour l'ésotérisme, je fais souvent rire mes amis quand je reviens de stages de voyage hors du corps, astrologie, méditation, tantra, là, beaucoup moins maintenant que les sorcières sont parmi nous, mais il y a une dizaine d'années, on va dire, c'était vraiment mal vu dans le milieu féministe que d'assumer ce genre de délire, entre guillemets. Donc voilà, donc je pense qu'on est encore sujet au stigmate en France, avec notre pensée très encore cartésienne et avec notre goût pour la preuve scientifique et la pensée rationnelle. Il y a beaucoup de moqueries dès qu'on s'intéresse à des choses sensibles, à des mondes impalpables, aux elfes, ou voilà, des choses
où on devrait absolument dire j'y crois pas. Donc ça, c'est plutôt l'entrée spirituelle. Après, il peut y avoir l'entrée politique et féministe. Ça va être de se connecter à l'idée de se sentir une mauvaise femme aujourd'hui. Donc d'avoir par son corps, qu'on soit trans, qu'on soit amputé, qu'on soit Gwyn, qu'on soit donc par notre identité, notre sexualité, nos pratiques, notre corps, on peut à un moment ou à un autre se sentir en marge et à ce titre-là se connecter à cette histoire et se sentir intimement sorcière. Parce que ça, c'est très présent dans vos films, dans Sorcières mes sœurs, mais aussi dans ce projet que vous avez fait en ligne. Oui. Reboot. Oui, Reboot Me, c'est un art divinatoire, documentaire, interactif. Voilà. Et où la question trans, la question trans et transidentité du queer est très présente. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous parler de ça, du lien que vous faites entre sorcellerie et question de transidentité? Alors, plus partir de la démarche queer, qui englobe différents types de personnes, qu'elles soient cis ou trans. Mais en tout cas, cisgenres, donc qui ne sont pas transgenres. Donc, comme moi, par exemple, je suis une personne cisgenre, mais qui se définit comme queer. Donc, quand on est dans une démarche queer, a priori, on s'intéresse à déconstruire les binarismes, homme-femme, pénis-vagin, noir-blanc, et donc à essayer de voir plutôt ce qu'il y a dans les entre-deux, plutôt que dans les extrêmes, plutôt ce qu'il y a dans la multiplicité. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'il y a des liens assez... en tout cas, moi, c'est les liens que j'ai fait immédiatement quand j'ai commencé à me dire sorcière. C'est que dans la spiritualité, on parle non pas du jour et de la nuit, mais de tout ce qui, en dégradé, va de l'un à l'autre. Et c'est ça qu'on observe, et c'est ces nuances-là qui sont intéressantes. C'est pas l'extrême masculin ou l'extrême féminin, ou c'est pas l'essence de l'un ou de l'autre. C'est la variété des corps, la variété des sexualités, des genres et des expressions de genre. Donc, pour moi, la spiritualité et l'ésotérisme devraient nous enseigner cette écoute et ce regard entre les lignes, entre les mondes, entre deux. Donc, pour moi, les sorcières, elles regardent entre deux et elles questionnent, depuis la marge, la manière dont on a de penser nos corps. C'est ça pour moi les sorcières. Et dans la démarche queer, il y a cette idée-là aussi de déconstruire ses privilèges, sa manière de penser les choses, de vivre son corps comme on l'entend, d'être soi, et pas en fonction des injonctions qu'on reçoit, en tant que petite fille ou petit garçon, etc. Donc je dirais que c'est un lien assez immédiat qui s'est fait pour le milieu queer, aidé par la vague de féministes des années 70, puisque ça ne vient pas de nulle part non plus. Moi, j'ai découvert dans la bibliothèque de ma mère, qui est féministe, la revue Sorcière. Oui, d'Xavier Gauthier. Voilà, le sous-titre, c'est « Elles vivent, », très beau sous-titre, je trouve. Et c'est comme ça que j'ai compris que ce terme, qui m'avait toujours semblé être une insulte, et qui, en plus, je l'avais entendu dans ma famille, parce que j'ai une arrière-grand-mère guérisseuse, qui était souvent appelée sorcière. Donc, j'en avais vraiment un indice négatif. Et en voyant cette revue, je me suis dit qu'il y avait une manière décalée, autre, de penser cette figure, et que ça pouvait, pour moi, en tout cas, rassembler différentes parties de ma personnalité et me permettre de faire un trait d'union entre des pratiques politiques, féministes, mais aussi ésotériques, spirituelles, et aussi en lien avec l'écologie, qui est aussi une autre branche possible pour penser cette question-là. Et notamment travaillé par les écoféministes. Il y a effectivement toute une... Et Starhawk étant encore une fois une des plus connues, mais pas la seule à essayer de travailler ces liens-là. Mais juste, tout à l'heure, vous disiez, vous considérez, enfin, vous vous dites sorcière. Oui. Oui, je me considère comme sorcière. Je ne me considère pas que comme ça. Ouais. C'est-à-dire que je suis féministe, je suis queer, je suis plasticienne, je suis réalisatrice. On est tous un peu des millefeuilles identitaires. Donc, je ne suis pas que ça. Mais ça veut dire que je m'intéresse justement aux entre-deux, que ça soit dans les questions de genre, mais aussi dans la spiritualité. Moi, c'est comme ça que je le vis. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais de méditation, c'est pas déconnecté pour moi d'un environnement social. Je vais peut-être faire une méditation en pensant aux femmes qui ont été abusées sur la planète, par exemple. Et par ailleurs, si je fais une manifestation, je peux peut-être jeter un sort,
ou apporter quelque chose de spirituel à cet environnement. Et Starhawk, elle est très forte pour permettre de comprendre ça, parce que justement, ça s'incarne beaucoup plus facilement aux États-Unis. En France, on est encore bébé witch, hein. Ouais. On ne sait pas trop encore comment faire. On est un peu cartésien quand même, on a un petit passif. Nous, ça nous fait un peu rigoler, on se dit jeter un sort, ça nous fait un peu rire quand même. Ouais. Et pourquoi ça nous fait un peu rire? Parce qu'on n'y croit pas vraiment que collectivement, des gens se rassemblent et ils ont une même intention et ça va faire quelque chose. On n'est pas encore dans cette idée que c'est possible. Alors qu'on sait, que là, le fait d'être 4, c'est pas pareil que d'être tout seul et qu'ensemble, on va porter quelque chose et que c'est notre énergie aussi. Et je pense qu'en France, on est encore très, très bloqué comme ça, sur ça et notamment... on est d'ailleurs critiqué dans le monde pour notre côté critique et pessimiste et à vouloir toujours tout théoriser. Et en effet, quand on voit les sorcières américaines, on en prend de la graine parce qu'elles sont beaucoup plus dans le corps, dans l'action, dans le fait de faire. Et nous, on est beaucoup dans le fait de parler et de blablater. Et c'est bien aussi. Mais les sorcières, pour moi, c'est le corps, quoi. Enfin, c'est le corps, c'est danser, c'est chanter. Et par exemple, Starhawk, elle organise des spiral dance, des danses spiralées. Elle en a fait une à la ZAD l'année dernière, dans différents lieux. Vous pouvez décrire en quoi ça consiste? La danse spiralée, c'est une danse collective qui est menée par un tambour, des chants et une personne, donc là, Starhawk, qui lance la danse et qui va donc faire une spirale qui va rentrer à l'intérieur et ensuite arriver au centre, ressortir à l'extérieur. Et dans le mouvement extérieur, on va se retrouver à passer les uns les autres et à voir les visages qui se croisent et à faire des sortes de rencontres. Des rencontres avec des inconnus, mais des rencontres qui vont avoir quand même un sens parce qu'on est tous là pour porter une énergie qui est donnée au départ comme une intention. Donc, je suis allée avec Starhawk dans un rassemblement néo-païen aux États-Unis. Il y avait des rituels tous les jours. C'était presque la foire aux rituels, on pourrait dire. Mais j'ai été vraiment saisie par à chaque fois le côté politique de ces rituels. C'est-à-dire que ce n'est jamais pour soi seul, pour son développement personnel ou que sais-je. Non, c'est pour une question de société qui se pose. C'est pour un truc écologique à soutenir. Protéger une forêt, voilà. Une ressource en eau. Par exemple, les questions des violences. Donald Trump. Lutter contre Donald Trump, les questions environnementales, les questions... et à chaque fois, c'est assez précis, c'est donné au début, et on se connecte tous à ça. Et c'est vrai qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point ça fait sens. Et moi, en tout cas, ça a rassemblé des parties de moi et je n'ai pas juste envie de méditer pour ma propre personne, en fait. Enfin, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est important de le faire, mais faire des rituels collectifs, c'est très puissant et je pense que ça peut changer des choses. Mona Chollet, vous, est-ce que vous, à travailler comme ça, comme vous l'avez fait sur les sorcières, leur histoire et leur pratique aujourd'hui, est-ce que vous allez vers ça? Est-ce que vous vous diriez sorcière ou vous pourriez aller sur cette voie-là? Non, c'est vrai que je me suis plus... non, j'ai plus fait un truc finalement... c'est drôle parce que j'ai fait en partie une éloge d'un au-delà du rationnel et tout, mais je l'ai fait d'une façon hyper carrée, hyper rationnelle. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que du coup, ça m'a amenée à beaucoup m'intéresser à tout ça. Pour l'instant, j'observe un peu de loin et voilà, je laisse les choses mûrir, on va voir. Et quand Camille Dussolier décrit la pratique politique, c'est-à-dire les liens, le lien fort entre des pratiques de rituels et des gestes militants, dans un contexte américain, mais à un peut-être plus petit niveau. On a vu en France ces derniers mois, dans des manifs, notamment dans les manifs contre les mesures d'austérité, contre la politique d'Emmanuel Macron, on a vu un witch bloc, donc des groupes de sorcières anticapitalistes, avec les slogans Macron au chaudron, avec des vêtements et des codes vestimentaires de sorcières. Mais ce n'était pas que ça, c'était justement, je pense, un peu dans un lien avec les pratiques militantes, les rituels militants que décrivait Camille Dussolier. Vous, Mona Chollet, comment est-ce que vous comprenez, pour vous, quel pourrait être l'intérêt de pratiquer ça, d'activer cet imaginaire-là dans un contexte militant?
Qu'est-ce que ça apporte de faire ça? Je crois qu'on en a très bien parlé, en fait. Non, j'ai l'impression qu'elle a déjà tout dit. C'est juste très bien sur le sujet. Par rapport au witch blog, c'est la puissance de l'anonymat. Oui, c'est vrai. Parce que justement, le danger aussi de ce collectif, c'est son anonymat. Et c'est ces espaces qui échappent. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant et ça rejoint l'histoire des sorcières, ce qu'on ne sait pas, ce qu'elles faisaient, etc. Et d'ailleurs, du coup, je suis amenée parfois à parler de moi en tant que sorcière et tout le monde veut savoir ce que je fais, une espèce de voyeurisme comme ça pour savoir, mais alors... est-ce que tu as un chat noir? Voilà, qu'est-ce que tu pratiques exactement? Un chapeau pointu. Voilà, il y a une sorte de fantasme comme ça sur ce que feraient ces mauvaises femmes. Et je pense que la dimension de l'anonymat dans le cas des witch blogs est aussi très importante. Parce que c'est une protection, c'est ça aussi à l'ère de... C'est une protection et une puissance à la fois. Non, peut-être juste une chose, c'est vrai, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on voit aussi arriver la vogue de la sorcellerie dans le développement personnel. Et j'ai l'impression que tous les repères sont un peu brouillés, c'est-à-dire entre ce qui est développement personnel, ce qui est spiritualité, ce qui est féminisme. Je vois certains livres qu'apparemment on trouve parfois au rayon féminisme, parfois au rayon développement personnel. Enfin, les libraires eux-mêmes ont l'air un peu déconcertés. Quel type de livre, par exemple? Je sais pas, il y a eu Âme de sorcière d'Odile Chabriac, il y a eu le Féminin sacré, je crois, de Camille Sfez. Enfin, il y a toute une tendance assez large finalement, avec des registres un peu mouvants. Et j'ai l'impression, enfin moi ça m'intéresse en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce brouillage des frontières et enfin voilà dans ce que décrit Camille Dusselier sur une méditation qui n'a pas vocation à servir à un projet personnel, mais qui se connecte avec un objectif politique et collectif. On voit éclater un peu certaines cloisons. Certaines catégorisations anciennes. Je repense à un truc, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'on disait au début, par rapport à la nature, pour revenir à ça encore, puisque la nature a été dévalorisée dans les temps, puisque la femme et la nature a été dévalorisée, je pense que les féministes, les sorcières féministes, se rendent compte qu'en fait, c'est pas en se coupant de la nature, parce que la nature a été mal connotée, mais c'est plutôt en essayant de revaloriser la nature et de revaloriser le féminin. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. C'est-à-dire que le féminin a été mis du côté de l'obscur et de l'inférieur. Et donc, du coup, on pourrait avoir une tendance à vouloir laisser la nature au loin, avec ce que le patriarcat en a fait. Et à se couper de ça. Alors que, justement, les mouvements écoféministes et ce que apportent les sorcières aujourd'hui, en plus du féminisme matérialiste, c'est de se dire, mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas se couper de la nature, c'est lui redonner la valeur, en fait, qu'elle avait. C'est de redonner au féminin sa valeur. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que si on fait peut-être un dernier retour dans les siècles passés, Catherine Kikuchi, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui si les femmes que nous aujourd'hui que les femmes depuis aujourd'hui on va considérer comme anciennement ayant été sorcières, est-ce qu'on a des éléments pour juger dans quelle mesure c'était une condition choisie, voire revendiquée par certaines d'entre elles, ou uniquement une condition d'ostracisation subie par ces femmes? Est-ce qu'on a des éléments pour évaluer ça? Je pense que c'était un peu les deux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en avait qui, toujours avec cette question de retournement de stigmate dont on parlait tout à l'heure, il y en a certaines probablement qui se revendiquaient comme sorcières. Après, il y en a, surtout au début de la chasse aux sorcières, il y a un nombre considérable de femmes qui avaient ce qu'on appelle aujourd'hui des pratiques de sorcellerie, mais en fait, voilà, qui faisaient qui soignaient avec les plantes, qui avortaient, qui donnaient des potions contraceptives, ce genre de choses, sans forcément avoir en tête que c'était mal. Parce qu'à un moment, ça devient mal, mais elles le font sans forcément revendiquer une appartenance diabolique, démoniaque, etc. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est quelque chose que les inquisiteurs et les juges vont plaquer sur elles. C'est-à-dire que tout d'un coup, au XVe, on va avoir cette idée qu'il y a un complot de sorciers et de sorcières, d'ailleurs. Au début, les deux sont liés.
et qui ressemble en fait au complot juif qui apparaît aussi au XIVe siècle. Donc là aussi, on voit bien la transposition, quoi. Et cette idée de complot, elle a peu de fondement au départ. Probablement qu'avec le temps, il y a aussi une réappropriation de cette assignation-là. Peut-être, ouais. Je rebondis là-dessus, c'est que moi, je me dis, mais ces femmes devaient être extrêmement courageuses pour que dans un moment où la démonologie est tellement forte et où en tant que petite fille, on se promène, on va chez soi et puis on peut voir une femme brûlée sur la place du village. Enfin, c'est ça la réalité, c'est le quotidien. Tout le monde est là à penser que le mal s'insinue et qu'ensuite il y a des crises de possession. Enfin, on imagine, je pense même pas ce que ça devait être comme univers et que ce soit aussi répréhensible et aussi radical la punition et qu'il y ait quand même des femmes qui, sachant ça, continuent à exercer des soins, à continuer à pratiquer. Donc ça devait être si important pour elles, alors que le contexte était vraiment horrible. Enfin, de persécution. De persécution. Ouais. Donc moi, des fois, je me dis, mais quel est ce désir courageux, si premier, qui fait qu'on a quand même envie de faire ce qui nous paraît important. Et je pense que c'est ça aussi, cette puissance qu'on va chercher là, dans cette histoire. C'est aussi ce courage-là, cette audace de le faire malgré tout. On s'approche de la fin de l'émission. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de vous demander à chacune d'entre vous un rituel ou une sorcière ou une figure de sorcière qui vous a particulièrement marqué, qui vous est particulièrement cher. Mona Chollet, peut-être, on commence par vous. Moi, je crois que c'est le personnage qui, pour moi, était la révélation qu'une sorcière pouvait être un personnage positif. C'était aussi, dans l'enfance, c'était un roman de Maria Grip, qui était une autrice suédoise. Et ça s'appelait Le Château des enfants volés. Et c'était une sorcière qui s'appelait Floppy le Redoux et qui était une vieille femme enveloppée dans une grande cape avec un chapeau orné de fleurs et juste des yeux très bleus comme ça qui surgissaient de ses vêtements et qui vivait dans une petite maison perchée sur une colline avec un corbeau et qui tissait. Et j'aimais beaucoup, il y avait un village au pied de la colline, mais elle vivait un peu à l'écart et j'aimais bien cette position, c'est-à-dire qu'elle vivait seule, mais il y avait, quand elle tissait, elle voyait apparaître le destin des villageois sous les fils, en fait. Et elle comprenait ce qui allait leur arriver, et elle essayait d'intervenir pour les sauver quand ils étaient menacés par un malheur. Et voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé, pour lequel j'ai eu un coup de foudre et qui m'a énormément marqué. Ça, c'est un sacré pouvoir, oui. De deviner le destin des gens. Catherine Kikuchi, de votre côté, est-ce qu'il y a comme ça une figure de sorcière ou une histoire qui vous a marqué? Oui, alors une figure peut-être pas du coup, mais un événement qui m'a beaucoup marqué, c'est l'événement qu'on appelle la Grande Vauderie d'Arras au milieu du XVe siècle, où du coup on voit que ça commence à basculer, parce que c'est un procès où on accuse les gens de sorcellerie, hommes et femmes. Il y a un peu plus de femmes qui sont accusées, mais le déséquilibre n'est pas si énorme. Donc énorme procès, énormément de gens condamnés, et là on voit qu'il y a plus de femmes condamnées proportionnellement. Donc on commence à avoir vraiment un stigmate très fort sur les femmes. Et c'est aussi un procès qui est intéressant parce que c'est aussi un procès politique. C'est-à-dire qu'il y a des historiens qui ont montré récemment que en fait, c'est le procès plus ou moins orchestré par les ducs locaux en opposition au roi de France, et donc qui essayent de s'imposer sur ce territoire contre les bourgeois locaux et contre le roi de France. Donc je trouve que c'est assez emblématique de ce phénomène de chasse aux sorcières, où justement il y a beaucoup d'enjeux qui sont mêlés, des enjeux religieux, très clairement, des enjeux de peur collective et aussi des enjeux sociaux et politiques. Et vous, Camille? Alors moi, je suis vraiment de la génération citée dans le livre de Mona Chollet, donc Fantomette, Buffy contre les vampires, Charmed, la culture populaire m'a énormément aidée à aller sur ce chemin, c'est vrai. Donc Buffy, il faut quand même la citer. Hommage à Buffy. Hommage à Buffy, incontournable. Et X-Files aussi dans la même période, qui apporte aussi des choses en ufologie. Et puis, un rituel que Starhawk m'a raconté, qui s'est passé donc aux États-Unis devant un commissariat qui avait été
entre guillemets, souillée par un meurtre raciste. Donc un jeune homme noir tué par un policier devant ce commissariat. Et donc une double action qui a eu lieu conjointement entre un groupe de manifestants qui sont venus protester contre ce crime et en parallèle un groupe spirituel néo-païen qui sont venus non pas jeter des sorts, parce qu'attention, choc en retour, il faut faire attention quand on jette des sorts, mais nettoyer l'énergie du devant de ce commissariat qui a été abîmé par un tel crime. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir comment conjointement il peut y avoir des actions comme ça, de soins, encore une fois, de nettoyage, de soins, pour réparer des choses, et que ce n'est pas incompatible avec des actions directes plus radicales et plus violentes aussi. Bah, écoutez, merci beaucoup toutes les trois, vraiment pour toutes ces explications et tous ces récits de vos relations à cette histoire, à cet imaginaire des sorcières. J'espère qu'on vous aura donné envie de dépasser les stéréotypes, les vieux stéréotypes ancestraux qui peut-être occupent encore vos esprits, de lire le livre de Mona Chollet, le livre de Camille Dussolier, de regarder ces films et aussi de suivre le travail de Catherine Kikuchi, j'ai oublié de le dire au début, mais un travail avec d'autres jeunes historiennes et historiens sur le site de Libé et de réactivation de l'histoire, à quoi ça sert l'histoire aujourd'hui et comment ça éclaire notre temps contemporain.